Bienvenue pour cette exploration d'un sujet vraiment crucial aujourd'hui, les perturbateurs endocriniens, les PE comme on dit souvent. On va regarder leur influence, surtout pendant la grossesse. Oui, Et on s'appuie pour ça sur une communication assez récente du SPF Santé publique belge. tout à fait, de mai 2024. L'idée, en fait, c'est de comprendre un peu mieux ce que sont ces substances, où on les trouve, pourquoi elles posent un risque particulier à ce moment-là, pendant la grossesse. Mhm. Et puis surtout, voir un peu les gestes simples qu'on peut adopter pour limiter l'exposition. Exactement. Alors, ces perturbateurs endocriniens, pour faire simple, ce sont des produits chimiques externes à notre corps qui viennent en fait semer la pagaille dans notre système hormonal. D'accord. Et nos hormones, ben, elles contrôlent énormément de choses, hein. La croissance, la fertilité, bien sûr, mais aussi le sommeil, l'humeur. Oui, c'est central. Voilà. Et le vrai problème, c'est qu'ils sont un peu partout. Dans les produits qu'on utilise tous les jours, dans ce qu'on mange, même dans l'air chez nous. Difficile d'y échapper, quoi. Le document sur lequel on se base, il insiste pas mal sur la vulnérabilité particulière à certains moments de la vie. Pourquoi cette sensibilité justement chez les femmes enceintes, les fœtus ou même les jeunes enfants? Ben, c'est tout simplement parce que ce sont des périodes de développement hyper intenses. Tout bouge, tout change au niveau hormonal. D'accord, Le système est en pleine construction, si tu veux. Donc il est beaucoup plus sensible, plus facile à déséquilibrer. je vois. Et pour le fœtus, l'exposition, elle se fait directement par le placenta. Donc la mère et l'enfant ils sont liés face à ça. Et concrètement, comment ils agissent? Le document donne des exemples de sources. Ça aide peut-être à mieux saisir. Oui, alors leur mode d'action, souvent c'est soit d'imiter nos propres hormones, soit de les bloquer. Ils prennent leur place, en quelque sorte. Ah oui. Pour les sources, on a les cosmétiques, surtout ceux qu'on ne rince pas, comme certains laits pour le corps, les vernis. Mhm. Il y a aussi les plastiques alimentaires. Ils peuvent libérer des substances dans la nourriture, surtout si on les chauffe. Le fameux passage au micro-ondes dans la boîte en plastique. Exactement. C'est pour ça que le verre, c'est souvent une meilleure option pour réchauffer. Et attention aussi aux poêles, avec un revêtement anti-adhésif qui serait abîmé. Donc ça touche ce qu'on mange, ce qu'on met sur la peau, mais pas que, si je comprends bien. L'air aussi. Ah oui, l'air intérieur, il ne faut vraiment pas le négliger. Pense aux meubles neufs qui peuvent dégager des composés pendant un temps. Oui, cette odeur de neuf. Voilà. Certains produits d'entretien, les parfums d'ambiance qu'on diffuse, et même les vêtements neufs avant de les laver. Ah bon? Les vêtements aussi? Oui, par inhalation des poussières ou contact avec la peau. C'est vraiment multisource. Et les conséquences potentielles, bon, là, ça fait un peu réfléchir quand on lit la liste dans le document. Oui, c'est vrai que la liste des risques qui sont étudiés, elle est longue. On parle de possibles problèmes de fertilité, d'impact sur le développement du cerveau, une augmentation des risques d'obésité, de diabète, Même certains cancers sont mentionnés. certains cancers, oui, des malformations. Mais ce qui peut être le plus interpellant, c'est cette idée d'effet transgénérationnel. C'est-à-dire? L'idée que l'exposition d'une personne aujourd'hui pourrait avoir des conséquences sur la santé de ses enfants, voire de ses petits-enfants. Ah oui, quand même. Voilà. Et ça, sans oublier l'impact qu'on observe déjà sur la faune dans l'environnement. Bon, face à tout ça, cette omniprésence, ces risques, on pourrait se sentir un peu démuni. Heureusement, la communication donne des pistes, des gestes concrets. Parmi ces conseils, est-ce qu'il y en a qui sont, disons, plus faciles à mettre en place ou plus importants? Le document ne fait pas vraiment de hiérarchie stricte, mais il souligne que chaque geste compte et que c'est l'accumulation qui fait la différence. Et beaucoup sont assez simples en fait. Comme quoi, par exemple? Par exemple, pendant la grossesse, limiter les cosmétiques qui ne sont pas essentiels. Préférer une huile végétale neutre, bio si possible, c'est déjà un bon pas. D'accord. Utiliser les contenants en verre pour chauffer ou conserver les aliments, c'est une habitude à prendre, mais c'est faisable. Bien laver, voire éplucher les fruits et légumes, ça reste la base contre les résidus de pesticides potentiels. Et pour la maison, l'air intérieur dont on parlait? Là aussi, des choses simples. Aérer. 2 fois par jour, au moins 15 minutes, même en hiver. C'est vraiment fondamental pour évacuer les polluants intérieurs. Ouvrir les fenêtres, tout simplement. Voilà. Faire le ménage avec des produits plus doux, savon noir, bicarbonate de soude, vinaigre blanc. Ou alors choisir des produits avec un écolabel fiable, moins de produits chimiques agressifs. Exactement. Et dépoussiérer avec un chiffon humide, ça évite de remettre les poussières qui peuvent contenir des PE en suspension dans l'air. Ah, astucieux. Laver les vêtements neufs avant de les porter, surtout pour les bébés et les enfants. Et puis éviter les diffuseurs de parfums synthétiques, les bougies parfumées en continu. Ok, donc pas mal d'actions possibles au niveau individuel. Est-ce qu'il y a aussi des choses qui se font à plus grande échelle, au niveau réglementaire? Oui, heureusement, ça bouge aussi. En Belgique, il y a ce qu'on appelle le NAPED, le plan d'action national sur les perturbateurs endocriniens. Il essaie de coordonner les efforts pour réduire l'exposition. D'accord. Le bien-être au travail prend aussi ça en compte dans le codex. Et puis au niveau européen,
On a des règlements importants comme REACH pour l'enregistrement et l'évaluation des produits chimiques, Ouais, on en entend parler parfois. et le règlement CLP pour la classification et l'étiquetage. D'ailleurs, on attend à l'avenir un étiquetage plus clair, plus spécifique sur ces substances pour mieux informer tout le monde. Bon, alors si on devait résumer un peu tout ça, les perturbateurs endocriniens, bon, ok, ils sont un peu partout dans notre environnement. La grossesse, c'est clairement une période où il faut être plus vigilante. C'est ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que des gestes du quotidien, souvent assez simples finalement, permettent de réduire notre exposition et celle du bébé de façon quand même significative. L'info et la prévention, c'est la clé en somme. C'est tout à fait ça. On n'est pas impuissant. Et peut-être pour terminer et ouvrir un peu la réflexion, Oui, sachant que ces effets, des perturbateurs, ils pourraient potentiellement se transmettre aux générations suivantes. Quelle responsabilité collective ça nous donne, finalement, dans les choix qu'on fait tous les jours, les produits qu'on achète, les environnements qu'on crée. C'est une question de fond, je crois, qui nous concerne tous, bien au-delà de la seule période de la grossesse.